Loin, très loin. Là où un océan immense se dresse, presque infranchissable. Les atolls du Pacifique sont comme des oasis au milieu du désert. Dans chacun de ces écrins, sous l'eau, se cache un relief particulier. Puissant et subtil à la fois. Foisonnant de vie. Ces reliefs sous la surface sont des passages entre deux mondes. Des brèches dans la couronne de corail qui permettent au lagon de communiquer avec l'océan. Ces canyons sous-marins sont le théâtre de comportements étonnants. Synchronisés sur les cycles lunaires, des milliers de poissons que les Polynésiens appellent manini jouent la survie de leur espèce. Ils sont sur le point de se reproduire. Parmi les milliards d'œufs qui vont être expulsés dans l'océan, quelques-uns seulement deviendront adultes. Pour survivre, le jeune manini va devoir accomplir un voyage extraordinaire et échapper à de multiples dangers. Les atolls de Polynésie sont nés il y a 72 millions d'années, à partir d'un volcan surgi des profondeurs. Il n'en reste plus rien. Le volcan a disparu. Ce que l'on voit, ce qui émerge, c'est un animal qui l'a construit. Inlassablement, attiré par la lumière, le corail fabrique son squelette de calcaire. Le volcan s'est transformé en atoll, à fleur d'eau. Une oasis de corail. Un refuge pour les espèces marines isolées au milieu d'un gigantesque désert océanique. Perdus au milieu du plus grand océan du monde, les atolls se laissent bercer par les éléments. Ils sont des écrins de vie, d'une nature vierge et éclatante en perpétuelle évolution. Sous l'eau, le calendrier lunaire est respecté. Des milliers de manini se rassemblent pour se reproduire. À travers le lagon, et tous au même moment, ils convergent vers un endroit particulier, la passe. C'est la porte de sortie vers l'océan. Une véritable rampe de lancement vers le large, à chaque fois que le lagon se vide, quand la lune attire l'océan vers elle. Les manini cherchent secours en sortant de la passe. Ils veulent éjecter leur progéniture en dehors de l'atoll pour qu'elle échappe aux nombreux prédateurs du lagon. Ils misent sur la quantité phénoménale d'œufs qui vont être emportés, alors que d'autres espèces préfèrent en avoir moins, mais les protéger davantage. Comme le poisson demoiselle. Le mâle a son harem. Tour à tour, les femelles déposent leurs œufs de couleur pourpre sur le territoire du mâle, qui aussitôt vient lâcher sa semence par-dessus. Pendant 8 jours,
le mâle veille sans relâche sur eux jusqu'à l'éclosion. À l'opposé, les manini se rassemblent en pleine eau et forment des petits groupes. Une seule femelle pour plusieurs mâles. Cette fois, c'est la femelle qui a son harem. Soudain, une énergie fulgurante traverse la passe. Les femelles gagnent la surface, là où le courant est le plus violent, et expulsent des millions d'ovules. En même temps que les femelles, plusieurs mâles montent et lâchent leurs semences dans ce qui ressemblerait à un orgasme commun synchronisé. À l'intérieur de ces petits nuages blancs de gamètes, s'agitent ovules et spermatozoïdes. Mais à peine fécondés, les œufs sont convoités. La soupe blanche protéinée est servie. Tout s'est passé en quelques minutes. Sur les milliards d'œufs microscopiques à la dérive, ceux qui survivent à cette prédation commencent un long voyage océanique. En s'éloignant avec le courant, les œufs disparaissent dans un désert bleu de 4000 mètres de profondeur. Celui-ci commence sa division cellulaire à une vitesse vertigineuse. Un manini est en train de naître. Comme une étoile dans le ciel au milieu de la Voie lactée, le poisson manini n'est pour le moment qu'une vie potentielle au milieu d'un grand néant. Au bout de sa première nuit, le manini prend forme. Il mesure 2 mm de long et reste accroché à son sac vitellin pour épuiser son énergie. Incapable de se diriger seul, il dérive au gré des courants. Lors de sa première semaine d'existence, le petit manini appartient à la grande famille du zooplancton. Autour de lui, d'autres larves de poissons, de crustacés ou de mollusques l'accompagnent. Chaque nuit, pour se nourrir, le zooplancton migre verticalement, passant des profondeurs de l'océan à la surface. Il vient se nourrir essentiellement de microalgues à la dérive dépendant de la lumière. Toutes ces larves ressemblent à des aliens. C'est un monde plus qu'étrange, insoupçonné et ô combien à l'origine de tout. Dans les profondeurs de l'océan se cache la plus grande nurserie du monde. Le petit manini est né il y a une dizaine de jours. L'embryon est devenu une larve débarrassée de son sac vitellin. Doucement, il devient assez fort pour utiliser ses nageoires et se diriger. Tout ce qui flotte dans l'océan offre une protection, même dérisoire,
la noix de coco peut servir de refuge. Le requin longimane est le maître incontesté du grand large. Pour lui, tout est source de curiosité. Il est le nettoyeur de l'océan et se nourrit essentiellement de carcasses d'animaux morts. Solitaire et capable de ne rien manger durant des semaines, son métabolisme est parfaitement adapté à cette pénurie de nourriture. Finalement, ni la noix de coco, ni le petit Manini ne l'intéressent. Après 7 à 8 semaines d'errance dans l'océan, le corps du petit Manini se métamorphose. Son mode de subsistance et son camouflage ne vont bientôt plus être adaptés à la vie océanique. Il est temps pour lui de retrouver un atoll pour y vivre définitivement. Il va utiliser alors un nouveau sens qu'il vient d'acquérir, l'odorat. Les atolls diffusent sur des dizaines de kilomètres à la ronde un flux olfactif qui agit comme une véritable boussole pour la larve de Manini. En chemin, il se pourrait qu'il croise la route migratoire des baleines. Une femelle et son baleineau approchent des atolls. Chaque année, la Polynésie est fréquentée par les baleines qui remontent de l'Antarctique, où elles se sont gavées de crevettes. Elles cherchent ainsi la chaleur des eaux subtropicales pendant quelques mois, le temps de mettre bas ou de s'accoupler. Et puis elles ne supporteraient pas les rigueurs de l'hiver austral. Le froid extrême de l'air qu'elles respirent risquerait de les tuer. Le baleineau est né il y a quelques semaines seulement. Il va rester avec sa mère pendant plus d'1 an, se rassasier de son lait et grossir de 50 à 100 kilos par jour. Les conditions clémentes des eaux polynésiennes permettent aussi un apprentissage fondamental. Il faut entraîner le baleineau à nager longtemps en vue du voyage retour vers les eaux froides et abondantes en nourriture de l'Antarctique. La mer l'entraîne chaque jour dans de longues nages autour des atolls, entrecoupées de périodes de repos pour téter et socialiser. L'atoll est un refuge pour les mères et leurs petits. Et elles savent parfaitement emprunter les passes pour s'isoler des grands prédateurs de l'océan qui maraudent, comme les requins-tigres, les longimanes ou les orques. Pour éviter de se faire repérer, le baleineau et sa mère ont mis au point le chuchotement. Ce mode de communication se fait par contact physique et il renforce le lien maternel. Le baleineau est un bébé de quelques semaines qu'il faut rassurer. Il sait à peine gérer sa flottabilité et sa mère lui sert d'appui pour l'aider à ne pas remonter à la surface.
54 jours après sa naissance, le petit Manini finit son grand voyage océanique. Le bruit des vagues et des crépitements du récif l'aide à trouver les contreforts de l'atoll. Derrière cette barrière de corail se trouve son refuge, sa maison, ses congénères. Mais le plus dur reste à faire. Sa petite taille lui permet de passer facilement le récif en surfant au milieu des vagues qui entourent l'atoll. Ces déferlantes sont provoquées par la houle du large qui vient se briser sur l'anneau corallien affleurant la surface. Et c'est ce mélange d'eau fraîche venue du large, d'écume et de lumière qui favorise le développement du corail bâtisseur. Par-dessus cette barrière, une partie de la houle pénètre le lagon. C'est même son principal apport d'eau renouvelée. Et c'est vital pour ceux qui y vivent. C'est à travers ces centaines de passages de quelques centimètres de profondeur, aussi turbulents soient-ils, que notre Manini va choisir de passer. C'est le moment le plus risqué de sa vie. Le moment où la plus grande majorité de ses congénères va se faire dévorer par les poissons de récif. Pour se donner un maximum de chances de ne pas se faire repérer, le petit Manini va attendre un moment particulier. Une fois encore, c'est la lune qui donne le rythme. C'est au moment où elle est invisible et rend la nuit bien noire qu'il va se laisser glisser puis se faufiler discrètement à travers le récif. Disparaissant dans l'obscurité, il échappe aux prédateurs qui majoritairement chassent à vue. Ça y est, il est dans le lagon. Ce nouvel environnement, peu profond, plus chaud, plus calme en apparence, lui permet de finir sa métamorphose. Ainsi la larve devient juvénile en seulement quelques heures. Son corps encore translucide laisse deviner ses cartilages internes. Le petit Manini est à la recherche de sa première cachette et découvre autour de lui l'univers qu'il a vu naître. Hiérarchisé, organisé, habité. Lorsqu'il dort, le poisson perroquet a un drôle de comportement. Il s'isole dans un cocon de mucus qu'il fabrique lui-même, bloquant son odeur et ses mouvements. C'est suffisant pour que les prédateurs de la nuit ne le détectent pas. Ici, à tous les étages, il y a une espèce, une communauté, un individu. Ils dorment, ils se cachent ou ils chassent. Si la Lune influence les grands cycles biologiques, le Soleil, lui, rythme les activités quotidiennes.
Avec ses rayons, le soleil déclenche la photosynthèse, même sous l'eau, et surtout quand il y a peu de profondeur. Cette lumière nourrit les algues qui trouvent dans le corail une structure idéale pour prendre racine. Mais certaines espèces étouffent et tuent le corail. Heureusement, les poissons du lagon broutent ces algues et empêchent leur prolifération. Tout est lié dans un atoll, et tout s'équilibre pour offrir un habitat et un biotope qui s'autorégulent depuis plus de 70 millions d'années. Au royaume des poissons, l'atoll a ses visiteurs. La tortue marine est un reptile capable de faire des apnées de 20 minutes. C'est aussi une grande voyageuse, sur laquelle s'agrippent de petites espèces. Elle favorise donc la dispersion à travers l'océan. Grande consommatrice de méduses quand elle est au large, la tortue se rapproche des îles pour varier son régime alimentaire. Elle aussi vient brouter des algues. Mais ce qu'elle recherche, c'est la zooxanthelle. Une algue vitale pour le corail et qui est contenue dans chaque polype. Elle casse donc le travail des poissons herbivores. Mais cela reste dérisoire. La tortue vit seule face à la cohorte des poissons brouteurs. Le juvénile Manini a goûté ses premières algues. À son tour, il est devenu herbivore et le restera toute sa vie. Ce bouleversement alimentaire marque l'achèvement de sa métamorphose. En une seule nuit, sa robe rayée est apparue. Sa tenue de camouflage a pour but de tromper l'adversaire. Son œil se confond avec une rayure pour que les prédateurs ne sachent reconnaître l'avant de l'arrière et anticiper la direction de sa fuite. À côté de lui, le poisson baliste marque son territoire et saura le défendre. Il déplace le corail et fait voler le sable pour y faire son nid. Ses œufs y seront déposés et farouchement gardés. Ange du lagon, la raie manta a pour habitude de tourner autour de la même patate de corail, dans la perspective d'un échange de bons procédés. Elle offre un repas contre une toilette. Les poissons nettoyeurs viennent se nourrir de ses peaux mortes et de ses parasites. Tous les poissons du lagon sont familiers de ces petits labres nettoyeurs, car ils sont connus pour délivrer un service de qualité, pour peu que l'on vienne jusqu'à leur station de nettoyage.
En toute délicatesse, même le plus redouté devient docile et présente aussi sa belle rangée de dents. Au-delà de cette routine bien organisée, il y a aussi les grands événements. Celui que préparent les mérous de l'atoll est probablement le plus important de l'année. Des dizaines de milliers de mérous, d'habitude solitaires, sont en train de se rassembler dans la passe pour se reproduire. Ils viennent de tout l'atoll, toujours au même endroit, après un voyage de presque 100 km pour certains. Ils ne le font qu'une seule fois par an et tous au même moment. Comment se synchronisent-ils? Une fois de plus, c'est la lune qui donne le signal. Vers la période du solstice d'hiver, où les nuits sont les plus longues de l'année. À leur arrivée dans le lieu unique qu'est la passe, et avec quelques jours d'avance sur le moment de la reproduction, les jeunes mérous n'ont pas encore de sexe, ni mâle, ni femelle. Pourtant, ils sont matures. C'est lorsqu'ils se retrouvent tous ensemble que la transformation finale se fait, selon les besoins de la survie de l'espèce. Pour le moment, il faut se partager un tout petit territoire à la sortie de la passe. Autant de poissons dans si peu d'espace, c'est un véritable bouleversement dans la vie quotidienne de l'atoll. Mais tous ces poissons forment une véritable société animale, avec ses codes bien éprouvés, qui font de l'atoll un des écosystèmes les plus équilibrés. Alimentation, désinfection, reproduction, voilà les activités fondamentales du lagon. Les mantas aussi se reproduisent, mais pas comme les mérous. Il n'y a pas de grands rassemblements, mais au contraire des couples éphémères qui se forment. Les œufs sont contenus dans le ventre de la femelle et sont fécondés par le mâle au moment d'un accouplement. Avec sa gueule, le mâle saisit une des nageoires de la femelle. Ce préalable est impératif pour tenter une mise en position ventre à ventre et la maintenir pendant l'acte. Les œufs fécondés dans l'utérus de la femelle se développeront à l'intérieur de son corps pendant 1 an jusqu'à l'éclosion, comme pour la plupart des requins. Sauf que pour les requins, l'accouplement est plus douloureux. Comme la raie manta, le mâle agrippe la femelle par la nageoire avec sa gueule et la contraint à rester dans une certaine position. Heureusement, elle dispose d'une peau 2 fois plus épaisse que les mâles pour supporter les morsures d'étreinte. Dans cet état, le mâle déploie un de ses 2 organes reproducteurs et l'introduit dans le cloaque de la femelle. En fonction des espèces de requins, les œufs fécondés seront relâchés par la femelle ou resteront bien à l'abri dans le ventre de la mer jusqu'à la mise bas de plusieurs petits requins.
jusqu'à 8 pour le requin nourrice. L'atoll respire. L'eau fraîche lui est fournie par le passage de la houle par-dessus le récif. C'est l'inspiration. L'expiration, elle, se fait par les passes quand le lagon se vide, emporté par la marée. C'est comme cela que se régénère l'eau d'un atoll. Un échange constant entre l'océan et le lagon qui se remplit par sa couronne et se vide par ses passes. La rencontre entre la houle du large et le courant sortant de la passe creuse les vagues. C'est un formidable terrain de jeu pour les dauphins. Un lieu où ils se retrouvent pour socialiser. Une colonie de dauphins turciopes a élu domicile dans cette passe. Un petit dauphin d'électre, au nez arrondi, s'est lui aussi arrêté dans la passe et saute par mimétisme avec l'espèce résidente au nez plus allongé. Cette proximité, et même cette complicité, prouve la capacité des dauphins à avoir des comportements bien plus élaborés que les poissons. Le jeune dauphin d'électre, certainement orphelin, a l'air perdu et n'ose pas reprendre le large. Il reste attaché à la communauté des turciopes et semble même chercher la protection d'un adulte. Après plusieurs jours, le jeune dauphin s'est fait accepter et réside désormais au sein du groupe des turciopes. Il a été recueilli et pris en charge par une mère adoptive. Pour son éducation, elle lui montre un nouveau jeu. Devant lui, elle se nettoie le museau à la surface soyeuse d'une éponge fixée au corail. Au moment du refoulement des eaux du lagon vers le large, le courant sortant de la passe entraîne des particules et des débris biologiques. Les eaux sont riches et apportent aux poissons une source abondante de nourriture. Venue de plus loin, la raie aigle ne réside pas dans la passe, mais elle y plane souvent, comme pour profiter d'un courant rafraîchissant. Elle vient aussi se nourrir sur le fond pour dénicher les petits crustacés qui s'y cachent. Sa gueule projette un jet d'eau pour soulever le sable et débusquer ses proies, qu'elle aspire et broie grâce à plusieurs rangées de dents puissantes capables de briser carapaces et coquilles. Chaque espèce a de bonnes raisons de fréquenter la passe. Malgré la diversité et la densité, il y a peu de chasse. Tout semble paisible. Le courant nourricier suffit à lui seul à satisfaire tous ces animaux.
Il y a donc ceux qui se nourrissent dans la passe et ceux qui y élisent domicile. Comme le gobie et la crevette aveugle, qui sont inséparables. En bonne besogneuse, la crevette creuse une galerie. Elle passe son temps à entretenir un trou qui a tendance à s'effondrer. Le gobie, lui, les yeux bien ouverts, reste en faction. Le contact entre les deux est constant grâce à l'antenne de la crevette qui effleure le gobie. En cas d'alerte, le poisson profite de la galerie et en même temps prévient la crevette du danger. La passe est pleine de ces associations subtiles. Le poisson trompette, jaune, est en âge synchronisé avec le poisson baliste. Quel est le but de cet étrange comportement? Se cacher de ses proies pour mieux les surprendre? Ou profiter des qualités de chasseur du baliste qui débusque les petits animaux? Dans les passes, les échanges réguliers entre le lagon et l'océan attirent bon nombre d'espèces. Ce sont les lieux les plus foisonnants des atolls, avec en bout de chaîne alimentaire, le requin. Venus du large, le requin marteau et le requin tigre y font parfois des incursions. Ce sont des mangeurs de requins gris. Le jour, les requins gris se reposent et profitent du courant pour respirer sans effort. Ils ne chassent pas. La passe sud de l'atoll de Fakarava est probablement la plus peuplée de requins gris de toute la Polynésie. C'est lié au courant, qui, ni trop fort ni trop faible, est idéal pour que le corail se développe à profusion. Ainsi, les poissons y trouvent assez de nourriture et de cachette pour y habiter en très grand nombre. Et surtout, c'est là qu'ils viennent se reproduire. C'est au tour des mérous. Voilà 4 semaines qu'ils affluent de tout l'atoll. Ils ont littéralement envahi la passe et sont désormais plus de 18 000, serrés les uns contre les autres. Il faut marquer son territoire, imposer sa loi et former son harem pour le jour de la reproduction. Les mâles se cherchent, paradent, s'intimident, se battent. Progressivement, l'ordre est établi. Chacun retient son souffle face au courant, dans l'attente finale du jour J. Mais certains mérous présentent de grosses blessures. Impossible que ce soit leur combat qui les mette dans cet état. En fait, leur rassemblement a rameuté de plus grands prédateurs. La passe devient un gigantesque garde-manger pour les requins.
Cela fait 2 jours que le jeune Manini a rejoint l'atoll. C'est désormais un adulte en miniature, avec des rayures qui lui servent à se fondre dans le décor. Mais il n'est pas tout à fait à l'aise au milieu de cet atoll qui grouille. Chaque jour, la pénombre donne le signal pour une transformation radicale des comportements dans la passe. Dans ce goulet où la vie foisonne, les poissons diurnes disparaissent dans les trous du corail. Ils savent que les requins vont retrouver leur instinct prédateur. La nuit, ils prennent l'ascendant sur tous les autres poissons, qui deviennent potentiellement leur proie. Le paradoxe de cet animal à la mâchoire redoutée, c'est qu'il est très mauvais chasseur. Seul, il n'a que très peu de chances d'attraper un poisson, à moins que celui-ci soit malade ou affaibli. Ce requin qui ne chasse que la nuit n'est efficace qu'en groupe. De plus, ces capteurs d'ondes placés latéralement le long de son corps sont particulièrement sensibles pour détecter les moindres mouvements. De nuit, ces capteurs plus réactifs que ceux des autres poissons lui donnent un ascendant sur ses proies prises par surprise. Au moment de l'attaque, sur les derniers centimètres, ce sont d'autres capteurs contenus dans le museau qui rentrent en fonction. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Dans la panique générale, le pauvre poisson qui réussit à s'échapper une première fois est poursuivi. L'espoir devient mince. Le harcèlement de la meute surexcitée par le stress du poisson en fuite sonne le glas. À moins que la proie arrive à atteindre en urgence la forteresse de corail. Et encore, envahis par leur frénésie, les requins sont capables de tout casser. Chaque nuit est un cauchemar pour les mérous, comme pour beaucoup de poissons de la passe. Au petit matin, ils ressortent et reprennent possession de leur territoire. Les femelles n'en peuvent plus de leur ventre plein d'œufs. Cela fait des semaines qu'elles ne se nourrissent plus,
elles sont harcelées par les mâles qui ne pensent plus qu'à une chose: être les premiers à jouir d'un contact synchronisé avec une femelle au moment de la ponte. Au moment où les femelles lâchent leurs œufs, les mâles expulsent leur nuage de spermatozoïdes. Aussitôt, cela déclenche la ruée des poissons fusiliers. À peine sortis du ventre des mérous, les gamètes sont avalées. Chorégraphie fulgurante. Feu d'artifice fécond. La passe est devenue le théâtre d'un combat pour la vie. Les îles sont colonisées par ce que l'océan laisse dériver, souvent du bois mort, parfois une graine. Au commencement, l'île est minérale. C'est un banc de sable formé de corail arraché au récif. L'implantation de la vie n'est pas une évidence. Hors de l'eau, les agressions des éléments rendent les choses plus difficiles. Sous l'eau, la vie est plus douce, plus propice à la colonisation. C'est d'ailleurs là que tout a commencé. Le petit Manini s'est installé depuis 2 semaines dans l'atoll. Et sa robe rayée de poisson chirurgien bagnard est désormais définitive. Il avait une chance sur 1 million de devenir adulte. Il a échappé à tous les pièges du large, du récif et de la passe. C'est un jeune Manini en capacité d'accompagner ses congénères sur le point de se reproduire. Pour lui, il faudra patienter encore 1 an avant de devenir mature. En attendant, il observe ses semblables. Pour se reproduire, il devra apprendre à échapper aux requins et aux autres prédateurs opportunistes. En quelque sorte déjouer la mort pour donner la vie. Ces atolls sublimes et vierges sont toujours perçus comme un aboutissement, une fin de voyage. Le premier continent est à des milliers de kilomètres, mais cet isolement ne rend pas moins vulnérables ses écrins. Une variation anormale de la température de l'océan ou une montée des eaux trop brutale aurait raison de ces lagons et de ces poissons.
C'est pour cela que l'équilibre de ces bouts du monde reste précaire. Tout comme l'a été le voyage en pirogue des premiers Polynésiens, guidés par les étoiles, et eux aussi poussés par les courants. À l'époque, il n'y avait aucune crainte que ces hommes changent la nature. Quelle chance, eux aussi, ils ont eu de trouver les atolls.